Cette semaine, dans le balado, un démon s'invite à l'école et on explore l'imaginaire d'une enfant. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Bredon. Salut Jeff! Allô! En fait, on explore l'enfance d'une jeune enfant qui ne va pas à l'école. Fait que c'est peut-être comme ça qu'elle s'est baquée de problèmes avec un démon. Ben oui, l'éducation est à l'honneur cette semaine. Voilà. Et on a un commanditaire. Ben oui, la première première fois de nous. l'histoire. Est-ce que c'est un cinéma, un film, une école de compagnie de caméra vidéo? Mais non, c'est une école de danse. Fait que ça pourrait être tes premiers pas pour te rendre dans un musical. Oui, bien sûr. Voilà, à Révolution, un jour. Ouais, écoute, je suis du moins dans le monde de la télé. Là, fait que, Révolution, le film, là, j'embarque. C'est l'école de danse Porto Swing qui nous dit que si ton cœur bat au rythme de la musique, ils ont une annonce palpitante, c'est-à-dire que l'école de danse Porto Swing ouvre grand ses portes pour t'offrir un voyage dans le temps de l'effervescence du jazz des années folles à l'énergie du rock and roll des années 50. Rejoignez-les lors de leur session passionnante qui débute à chaque saison sur des périodes de 12 semaines où ils proposent une variété de cours captivants et qui sont très plaisants à énumérer, différents styles de danse swing, donc Lindy Hop, Rockabilly Jive, West Coast Swing, Boogie Woogie et bien d'autres. Et je me plais beaucoup à lire ça. C'est des cours de 1h30 par semaine, donc 18 heures au total. Et l'école de danse Porto Swing fête ses 20 ans cette année. Là, fait que c'est pas des pee-oui. Puis il offre également aussi des animations puis des spectacles pour des événements publics ou privés. Là, si vous voulez pas apprendre à danser, mais que vous cherchez une école de danse pour un événement spécial. Et que vous soyez débutant à la recherche de vos premiers pas de danse ou que vous vouliez perfectionner votre technique pour électriser les planches de danse, l'école de danse Porto Swing a le cours qu'il vous faut. Si vous cherchez l'esprit de famille, le plaisir de danser ou tout simplement une nouvelle expérience, c'est l'école qui est faite pour vous. Et ils sont situés dans la ville de Québec, mais il y a 2 succursales, une à Sainte-Foy et une en Basse-Ville, donc pas d'excuse de distance. Si vous êtes dans la ville, évidemment, ou aux alentours. Ne manquez pas cette chance incroyable de vivre cette expérience qui fera bouger vos pieds, vous fera sourire comme jamais. Visitez leur site web, le www.portoswing, donc P-O-R-T-O swing.com et suivez-les sur leurs réseaux sociaux pour ne rien manquer des événements et des futures sessions. Mais moi, tu vois, à choisir un style de danse, ça serait mon genre, honnêtement, parce que j'aime beaucoup la musique de cette période-là. Le début du rock and roll, là, mi-50, fin 50, j'aime beaucoup ça. Ben, on dirait que c'est aussi un style... Ben, à part si tu vas dans des endroits plus hip-hop et ces trucs-là, mais on dirait que dans le style rock, c'est quelque chose que comme... Tu rêves de faire on rêve de faire comme une espèce de danse improvisée. Tu sais, s'il y avait de la musique dans ma vie, là, comme une trame sonore qui me suit, là, c'est clair qu'il y aurait comme du swing puis des affaires. Puis je sais pas si j'aurais le look Fedora, là, si je le pullerais off. Mais ouais, non, c'est bien. Ça fait un peu Marty McFly et tous ces trucs-là. Bien sûr, voilà, oui, tout à fait. Allons-y avant d'attaquer les sorties de la semaine. Encore là, petite semaine en termes d'actualité de bande-annonce. Je vais y aller avec les OK, les on nouvelles. Commence en bande... OK, ouais, c'est ça. Ouais, avec les nouvelles. Si ouais, t'as quelques nouvelles. Écoute, 2 trucs qui ont retenu mon attention. Il y a un gros buzz à Venise présentement avec le nouveau film de Yorgos Lanthimos, Poor Things, qui met en vedette Emma Stone. Oui, puis à Mané était annoncé pour septembre, finalement c'est décembre. Oui, c'est ça qui était repoussé à décembre. Donc, le film est une espèce de variation sur le thème de Frankenstein, là, où un médecin ramène à la vie le personnage d'Emma Stone. Ouais, c'est Mark Ruffalo, je pense, qui fait le médecin. Ouais. Donc, on dit beaucoup de bien de ce film-là, mais en conférence de presse, la comédienne et le réalisateur ont révélé qu'ils ont tourné un film secret. Ah ouais, OK. Ouais, donc tout de suite après Poor Things, donc évidemment, l'histoire est gardée top secret. On n'en a pas révélé, mais ils ont dit oui, on a tourné de quoi ensemble. Alors, il faut croire qu'il y a des atomes crochus parce qu'elle avait auparavant tourné dans son film, c'était The Revenant, qui avait eu... Yorgos, il a fait The Lobster, il a fait The Favourite. The Favourite, oui, c'est ça. Oui, Revenant, c'est autre chose, The Favourite, avec la comédienne Olivia Colman. C'est ça, donc. Non, pas Rebecca Ferguson, c'est l'autre anglaise. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai vue. Ben, elle était en rivalité, voyons, elle qui est... Aïe, ça va être des drôles d'exemples. Elle qui était dans Les Momies, là.
Rachel Weisz. Ouais, c'est ça. Donc, qui était très, très, très bon d'ailleurs. Alors, bien hâte de voir Poor Things et ce nouveau film-là, Top Secret, qui va, j'imagine, prendre l'affiche quelque part en 2024. Mais c'est pas lié, là. Non, c'est vraiment c'est un pas autre comme projet. un Pearl Maxine X, non. là. C'est ça. Ce n'est pas un prequel ni un sequel, mais je pense qu'ils ont juste eu le goût de tourner un autre petit film très indépendant, j'ai l'impression, là. Ouais, puis il fait partie Yorgos Lanthimos, de ceux qui ont des styles quand même très éclatés, puis surtout aussi dans les scénarios, les dialogues, j'excuse, de ces personnages qui sont un petit peu anormaux et tout, là, fait que très sympathique. Sinon, écoute... mais Tiff commence aujourd'hui, là, fait on n'a rien entendu parler encore. Là. Non, il va y avoir une déferlante... probablement de nouvelles et de buzz et tout s'entourant différents projections là, qui débutent à Toronto, quand même un festival d'importance. Sinon, écoute, c'était sorti, je pense, la veille de notre dernier enregistrement. C'était le fameux combat de Rotten Tomatoes des réalisateurs, puis on a comme obligé. T'as pas suivi ça? Non. C'est un pool ou quoi? Ouais, c'est ça. En fait, c'était comme des combats. Là, ils jumelaient des réalisateurs. Et la grande finale mettant en vedette Christopher Nolan. En fait, c'était les réalisateurs des 25 dernières années. Okay. Donc, on éliminait les Spielberg et Coppola et compagnie. Le placement du début, c'était-tu fait aléatoire? Tous les affrontements étaient... quand même. Fait que, il y en avait des... Je dirais pas des douteux, mais des pas évidents, des fois des styles différents. Puis c'était les gens de Rotten Tomatoes, les internautes qui pouvaient voter là-dessus. Mais la grande finale, c'était Christopher Nolan. OK. Contre Denis Villeneuve. Ah ouais, OK. Quand même. Puis est-ce que là, c'est gagné? Là, ou... Oui, c'est ça. Ça a été annoncé, je pense que c'était jeudi dernier. J'ai l'impression que Nolan a gagné. Parce qu'il a fait plus de films à date, puis le monde... Tu sais, Denis Villeneuve est... c'est super cool qu'il soit rendu là, mais il est très apprécié. Mais Nolan est comme... vénéré. Tout à fait. Puis, regarde, on le voit avec Oppenheimer. C'est-à-dire, il a ouvert le film à lui tout seul, a créé un buzz par c'est Christopher Nolan. Ce que Villeneuve n'a pas encore atteint. Mais je suis surpris qu'il se ramasse là. Déjà là, en finale, c'est incroyable. Fait que Christopher Nolan l'a remporté, mais quand même, un vote assez intéressant. 56% pour Nolan, 44% pour Villeneuve. Fait que quand même, là, c'est pas un landslide. Donc voilà, c'est la petite nouvelle j'ai amusante. Manqué ça, j'ai pas voté, écoute. T'avais-tu participé à certaines étapes? Non. En fait, je l'ai vu quand la finale a été annoncée, tout simplement. Fait que c'est rare, honnêtement, que je vais sur Rotten Tomatoes. Je vais à l'occasion, mais... Y avait-tu quand même quelques femmes un peu dedans? Greta Gerwig était peut-être... Oui, t'avais Sarah Polley aussi qui était là, une autre Canadienne. Wes Anderson, en tout cas, t'avais quand même plusieurs... même le réalisateur de... Parasite aussi. Bong Joon-ho, qui, si ma mémoire me semble m'emmener à affronter Villeneuve. Je pense que c'est Villeneuve qui l'avait battu. Mais tu sais, en même temps, c'est tout ça de la vie, même, je veux dire, même si c'était des professionnels, entre guillemets, des critiques, quoi que ce soit, c'est toujours un avis personnel à un certain point. Fait que là, tu sais, Bong Joon-ho, tout le monde pense juste à Parasite, mais il y a plein d'autres films. Fait qu'à un moment donné, c'est toute la filmographie, mais personne... T'as pas d'obligation avant de voter, là. Fait que tu dis juste, hey, Dune, je trouve ça plate, fait que j'aime mieux Batman, puis tu votes pour l'autre, puis c'est fini, là. C'est pas... non, il n'y a rien de scientifique. Ça manque un peu de rigueur, là, tout ça, probablement, mais c'est surtout l'opinion populaire. Ouais. Voilà. Bonne annonce de la semaine. Écoute, The Bike Riders de Jeff Nichols. J'ai juste vu Mud dans ses anciens films. J'ai pas vu Midnight Special. Moi, je n'ai vu aucun, honnêtement. Je sais pas d'où il sort. Je sais pas trop le genre de cinéaste qui est rendu à son 4-5e film. Il y a des films avec des gros comédiens établis, comédiennes à chaque fois, mais personne ne sait tant que ça c'est qui. Puis à chaque fois que ça sort, c'est vraiment indépendant. Il n'y a pas trop de... Ben, pas indépendant, mais petit budget, puis film niché pour ces compagnies-là. Là, je sais pas s'il est toujours avec les mêmes. Mais là, c'est un film de moto, un film de motard, de criminalité, avec Austin Butler, qu'on faut s'habituer à voir, parce que là, depuis Elvis, et qui va être dans le prochain Dune, et qui va être dans Bike Riders, etc., dans de plus en plus de films. Jodie Comer aussi, qui était dans les révélations là, depuis quelques années. Et Tom Hardy, on parlait de Christopher Nolan. Et Michael Shannon, qui était justement dans aussi Midnight Special de Jeff Nichols. Fait que je pense que le Austin Butler est comme un biker, un jeune biker, un peu plus jeune motard,
Jodie Comer et sa conjointe. Puis là, on sent que c'est à travers elle qu'on va apprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, là, j'imagine. Ouais, ben c'est dans le crime organisé de Chicago des années 60, de ce qu'on peut voir dans la bande-annonce. Donc, je pense que c'est l'émergence un peu là, de ce club de motards-là qui commence à... C'est un club réel ou c'est fictif? Dans la bande-annonce, c'était marqué inspiré d'événements réels, là, mais je ne sais pas jusqu'à quel point, j'ai pas fouillé. Ouais. Mais probablement que c'était vraiment un vrai club de criminels. Donc, je pense que la trame narrative fait penser un peu à Goodfellas. Où je pense justement le Butler, comme le jeune qui arrive dans le groupe avec des vétérans, puis là, doit faire probablement sa place, faire ses preuves et tout ça, puis il va avoir probablement sa déchéance ou quelque chose comme ça. Là. Donc, mais ça a l'air super intéressant, honnêtement. Juste de placer ça dans les années 60, côté recréation de l'époque, ça avait l'air vraiment bien fait. Là, puis, ouais. Il doit avoir un soin aussi, c'est sûr, sur comme les motos de l'époque. Là. Ouais. Ou tu sais, peut-être pas des motos des années 60, mais des motos des années, je sais pas, 45, 50 qui étaient cool quand t'étais 60 parce que c'était un peu rétro. Je sais pas trop. Là. Je connais pas assez la mécanique pour reconnaître des modèles. Là. Avais-tu noté une date de sortie? Moi, je l'ai pas fait. Il parle du 1er décembre, mais c'est le genre de film là, qui... La plateforme, qui ouvrirait, là, puis comme dit, plateforme, c'est pas en ligne, mais tu sais, limité à telle place, puis un peu plus tard, on l'ouvre plus large, puis etc. Je ne sais pas s'il va y avoir une version française pour ce genre de film-là. Là. Ça a l'air d'un petit projet qui va glisser entre deux cracks. Là. Surtout que je pense que c'est un Fox. OK. Fait que... j'avais pas remarqué. Ouais, il est peut-être sa bannière Disney, mais je serais pas surpris qu'il soit sur Fox. Fait que déjà, en tout cas, je veux pas froisser personne. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins d'argent dans ces mises en marché-là. Là, qu'ils savent pas exactement encore quoi faire avec ces produits-là Disney, même si ça fait plusieurs années qu'ils ont acquis ça. Là. Fait que... à découvrir, mais je pense que ça va être une petite perle là, pour ça pourrait être pas une tout à fait film d'action, mais un peu entre les deux. Là, pour les amateurs de... C'est quoi la série encore télé? C'était Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, c'est ça. Mais juste si j'avais commencé à l'écouter, tout le monde en parlait. Ça avait mis aussi Charlie Hunnam pas mal sur la map, comme on dit. Mais c'était un peu quétaine. Moi, j'ai jamais écouté. Ouais. OK, ben j'ai écouté juste la saison 1, mais en fait, c'est pas quétaine, cheesy, c'est plus over the top. C'est trop gros ce qui se passe là. Je pense qu'il était à Oakland ou quelque chose comme ça en Californie, mais tu sais, ils décrivent ça comme ils sont dans un petit village, puis il y a comme des grosses guerres de motards, puis des clubs qui descendent du Mexique, qui remontent du Mexique pour foutre la pagaille, puis des guerres de gang, puis ça fait vraiment plusieurs années que j'avais écouté ça, mais j'avais comme un peu décroché. C'était au moment où le monde disait « c'est quand même bien, tu devrais écouter ça. » Personne ne m'a dit que c'était la meilleure chose au monde. Mais là, tu le reçois, il y a 7 saisons, t'en écoutes une. Tu dis « non, là, c'est quand même des 24 épisodes d'1 heure. Là, 20 épisodes d'1 heure. » Je suis comme « non, c'est un peu trop... C'est trop mélodramatique un peu là, pour mettre dans le monde motard. Là. Il y avait de quoi de sympathique. Là. Quand tu voyais les manières les procédures, ces trucs-là, c'était intéressant, mais la trame narrative ne l'était pas nécessairement. Là. C'était un peu trop gros. Là. Comme Bike Riders, moi j'ai bien hâte de voir. Puis sinon, dans un tout autre genre. Un film que je L'Action de grâce. que regarde, tu viens de dire un que tu as hâte de voir, un que je ne pensais pas voir de ma vie. Et je t'en parlais hors d'onde. Par curiosité, je sais pas pourquoi j'ai entendu parler de Tarantino, quelque chose dans les dernières semaines. Puis là, j'étais allé revoir les fausses bandes-annonces qu'il y avait dans le programme Grindhouse, là, quand il y avait Planète Terreur et Death Proof qui jouaient. Puis là, il a fait des fausses bandes-annonces entre les deux. C'est là que Machete était né, de Robert Rodriguez. Il y avait Edgar Wright qui avait fait une bande-annonce en blague aussi qui s'appelait Don't. Puis là, c'était comme si tu veux rentrer dans cette porte sombre, Don't. Puis là, c'était des trucs de manoir. Fais-le pas. Puis tout le monde va mourir. Il semble qu'il y avait un autre. Ah oui, Rob Zombie avait fait la bande-annonce de Woman, Werewolves, Woman of the SS, là, une affaire comme ça. Puis il y en avait une de Eli Roth qui s'appelait Thanksgiving. Fait que c'était comme un tueur à Thanksgiving, ce qui a absolument pas nécessairement de sens. Là. C'est une fête célébrée, genre une journée. Puis là, tu voyais très tourné. Là, on se rappelle du Grindhouse, toutes ces choses-là, là, comme si c'était un vieux film des années 60. Puis avec des qualités cheap. Puis là, la mascotte qui se fait trancher la tête sur la place publique. Puis des choses comme ça. La fameuse scène, en tout cas, si vous vous souvenez de la bande-annonce du couteau avec la trampoline, là, le trampoline, la cheerleader. Là. Bon. Et fait que là, c'était mort là. Ça fait 13 ans cette affaire-là. C'était en 2006-7 à peu près. Puis 16 ans, ça veut dire. Puis là, paf!
J'ai reçu cette semaine un poster de ça, puis là, la bande-annonce est sortie. Le ton n'a pas l'air aussi comique, burlesque que la fausse bande-annonce il y a un certain temps, mais je pense que ça reste un peu une comédie d'horreur ça a des dans vibes son de genre. Scream un peu, là, je dirais. C'est ça, Ouais, ce genre de comédie d'horreur un peu méta, là, Fais-moi peur, comment ça s'appelait? Non, Scary Movie, là, film de peur, là, pas à ce niveau-là. Fait que bref, c'est un teaser, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il y a un tueur qui est déguisé en vieux pilgrim, là, en vieux, comment on appelle ça, pas les pèlerins. Pèlerin, non? Ouais, c'est ça, c'est un pèlerin, Fait qu'un vieux Et pèlerin non avec une... Pardon? Et non Théodore. Non, pas Théodore Pèlerin, ça sera la semaine prochaine. En vieux, c'est ça, machin qui tue du monde, mais là, tu sais, c'est un teaser d'1 minute, on sait pas l'histoire, mais il va y avoir des ados à l'Action de grâce qui vont se faire tuer un après l'autre. Dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Écoute, c'est très ancré, puis c'est prévu pour le 17 novembre. Fait que c'est comme au lieu d'avoir une espèce de hit and run d'Halloween, ben c'est un de Thanksgiving. Fait que moi, je suis juste curieux de voir. J'avoue que j'ai pas vu tous les films de Eli Roth. Je le connais beaucoup de réputation et tout, mais il y a souvent eu de ces films qui étaient... je me souviens de Green Inferno, mettons. Oui, ça, je l'ai vu. Je l'ai pas vu, mais c'est ça, mais c'était sorti très limité là, et tout. Qui était très intense, honnêtement, très graphique. Il y a les Hostels aussi qui avaient eu certains succès que j'avais vus. Donc, écoute, c'est le début d'une nouvelle franchise, peut-être. Je pense que le potentiel commercial est là. Honnêtement, ça a l'air vraiment le fun. Ça a l'air d'un bon slasher film à l'ancienne. Fait que j'ai hâte de découvrir ça, moi aussi. C'est ça. Fait que, bref, il y a pas... tout ce qu'il y a à dire, c'est l'espèce de mysticité autour du film. Je ne sais pas s'ils vont... ils vont sûrement sortir une bande-annonce plus complète qui nous montre un peu plus l'histoire. Si ça se trouve dans 1 semaine et demie, là, juste leur timing là, pour faire parler de ça. Mais en tout cas, c'est Sony Pictures qui nous offre ça. Y avait-tu autre chose? Avais-tu remarqué? Non, moi, c'est tout pour les bandes annonces. D'ailleurs, on peut rester dans l'horreur et parler de la grosse sortie de la semaine. D'accord. The Nun 2 de Michael Chavez. La religieuse 2 au Québec. Michael Chavez, comme tu as dit, qui a déjà fait... En fait, c'est le 9e film de l'univers de la Conjuration. Et petit truc rapide, moi, qui m'est souvent arrivé, parce qu'en plus, on a eu un de... Insidieux récemment. Puis à cause que Patrick Wilson est comme dans les deux univers, je les mélange souvent ensemble, là, mais bon. Insidieux, et produit par James Bond. C'est ça. Fait Insidieux, c'est ceux où ça se passe dans leur tête, dans les rêves, connectés avec la porte des morts. C'est ça. Dans le monde des morts. Puis toutes les conjurations, c'est les affaires avec la poupée Annabelle ou Valak, la méchante religieuse. Puis dans le fond, c'est un couple qui aide à régler des histoires de possession puis d'affaires bizarres. Les Warren. C'est ça. Fait que t'as comme les 3 films de la Conjuration qui a ça, puis au travers, t'as plein de films d'Annabelle, puis là, t'as plein de films de la nonne, de la religieuse. Fait qu'on est rendu au 9e film de ça, et c'est juste comme parenthèse, en 10 ans, c'est complètement fou. Et là-dessus, il y a eu genre 2 années de pandémie où il y avait près pas de films qui sortaient, puis ils ont réussi à sortir 9 films dans 10 ans, comme ça. C'est rendu à 672, puis là, ça compte pas le dernier, parce que les chiffres ne sont pas rentrés, là, ça commence à peine. 672 millions aux États-Unis, puis plus de 2 milliards mondialement. Fait que très profitable. C'est clair que c'est pas le dernier film de l'univers des Warren et de la Conjuration et de tout. Surtout qu'en plus, quand on remonte, je pense que tous les films se passent entre les années 50 et début 80 pour le dernier Conjuration. Là. Fait que l'ordre qu'ils font les films ne sont pas l'ordre chronologique. Là. Fait que ici, on va retrouver encore comme une espèce de méchant démon Valak qui a fait son apparition dans la Conjuration 2. Fait que là, après ça, il y a eu... Fait qu'on est dans des préquels en ce moment, si on veut, des histoires qui se passent avant. Fait qu'il y avait eu la religieuse, et là, il y a la religieuse 2 qui se passe, je me souviens plus, mi-50, 56 à peu près, là, quelque chose comme ça. 1956. On est en France, et on se retrouve à être à peu près 4 ans après les événements du premier film, où une jeune sœur, donc une nonne, mais une gentille nonne cette fois, avait croisé une méchante nonne en Roumanie, puis elle avait réussi à régler la situation, mais là, c'était pas complètement réglé parce qu'elle revient cette fois, c'est ça, en France, dans un internat, un genre de couvent, là, où des jeunes étudiantes apprennent la vie et l'arithmétique. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on va voir tranquillement les événements évoluer et la jeune
religieuse être au courant et s'en venir pour essayer de réparer les pots cassés. Troisième film de Michael Chavez, tous dans cet univers-là, en fait. Il avait fait le dernier Conjuration, mais aussi le Curse of la Llorona, qui est comme un autre genre de spin-off au travers de ça, là, un peu plus contemporain, là, genre des années 70 à LA. Écoute, gars, tu me passes la rondelle. Ouais, parce que toi, le confessionnal. Tu n'avais pas vu le premier, ouais. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est La Conjuration 2. Fait que j'avais vu l'introduction de Valak. Ouais. Et ça se passe vraiment avec les Warren, tandis que là, ils sont pas là, on est dans le passé. Tout à fait. Fait que non, j'avais pas vu le premier, puis c'est ça qui m'a un peu débiné, un peu, si on veut. C'est que je pensais qu'il allait le faire imbécile-proof, c'est-à-dire que dès le début du film, il allait me dire « Hey, c'est ça qui s'est passé, puis on est là, puis on est là. » Et aussi, je pensais que c'était des nouveaux personnages. J'étais là, sûrement que tout le monde est mort, puis elle s'est sauvée, puis là, ça continue. Puis ça a pris je t'ai posé beaucoup de questions, puis éventuellement, j'ai eu des réponses à mes questions, mais ça a pris beaucoup de temps dans le film, une bonne demi-heure avant que là, je comprenne que c'était la même, la jeune religieuse, c'était la même. Le protagoniste. Oui, qu'il y a un Français, que lui aussi était dans l'autre film d'avant, puis des trucs comme ça. Parce qu'au début, il y a des mélanges du temps réel, des flashbacks, puis des prémonitions, genre. Fait qu'il y a comme les trois en même temps. C'est un petit peu déstabilisant quand tu connais pas les personnages. Fait que c'est un peu mon défaut sur le film. Mais juste là, si vous savez que ces personnages-là reviennent, ben, soit tu peux lire 2 secondes là-dessus ou juste vous allez finir par comprendre. C'est juste que c'est pas. Ça commence pas avec souvenons-nous de ce qui s'est passé il y a 4 ans, disons. Donc, oui, c'est un film qui est dans la continuité du premier, pour ceux qui l'ont vu et apprécié. Je pense que vous allez apprécier ce deuxième volet-là aussi. Je dois avouer que la formule est très classique, là. On ne se fera pas d'idée. Donc, on est vraiment dans tous les beats du scénario de film d'horreur, comme on dit. Là. La tension qui monte, les petits... le problème de personnages, de foi, puis le lien avec sa mère. Là, on est beaucoup... on joue beaucoup sur ces tableaux-là. C'est très prévisible, ça, je voulais dire. Par contre, au niveau technique, c'est très bien fait. Moi, je dois avouer qu'au niveau du design de la nonne, de la religieuse, de Valek, le démon, il y a quelque chose de cool. Elle est vraiment assez terrifiante là, pour ce côté-là. Lorsqu'ils avaient conçu ce personnage-là, ils avaient visé dans le mille. Donc, on ne réinvente pas la roue. On est dans la continuité des films de la Conjuration. Si vous aimez ce genre-là, allez-y. Si c'est moins votre tasse de thé, ben, c'est peut-être... attendez un autre genre de film d'horreur, peut-être. Là, ouais, c'est ça, parce qu'il vit moins de lui seul. Surtout que, tu sais... Pas un gros spoiler, on est dans un prequel, donc ultimement, il va y avoir un genre de solution à leur problématique, mais ils vont pas s'en débarrasser jamais complètement, parce qu'on le sait qu'elle revient dans les années 60-70 avec les Warren, justement. Oui, puis d'ailleurs, dans le premier film de la Conjuration, on pouvait voir comme en image d'archives le fameux exorcisme de ce personnage-là, de Maurice... Qui est dans les films la religieuse. Donc, ce qui servait un petit peu là, d'introduction au personnage des Warren et tout ça. Donc, est-ce que il va revenir dans un 3e film de la religieuse? Ça sera une question à se poser parce qu'il y a aussi un Conjuration 4 en préparation. Ah, c'est ça. Donc, est-ce qu'on va faire un pont avec Kid Valak? On va aller ailleurs. Donc, j'ai hâte de voir, mais là, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va l'avoir. J'ai l'impression que... Ou ils vont prendre des personnages comme là, la sœur, puis avoir d'autres enquêtes, puis qu'elle parte de son bord, parce que là, ils peuvent pas avoir... Tu sais, les conjurations vont ailleurs. Là, ils ont fait 3 films d'Annabelle, là, 2 films de la nonne. Puis là, maintenant, ça va leur prendre des nouveaux produits pour, comme une pieuvre, là, étendre les branches, comme les racines. Oui, mais effectivement, avec le personnage de Taissa Farmiga, il y aurait quelque chose à faire, parce que elle est quand même, c'est une très bonne comédienne, honnêtement. Oui, c'est comme la jeune sœur de Vera Farmiga, elle qui joue la Madame Warren. Ben oui, c'est ça qui est quand même drôle. Mais une grosse différence d'âge. C'est une famille de, je me souviens plus, j'ai lu il y a quelques jours, 5 ou 7 enfants, là, pas mal, puis ils ont 20 ans de différence. Ouais. Puis en plus, Vera n'est pas la plus vieille, elle est genre la 2e plus vieille. Fait que quand même. Pas, leurs parents ont eu... Je sais pas l'âge de tous les frères et sœurs. Peut-être aussi qu'il y en avait plein de collés, puis... On voyait ça des fois, une petite dernière qui est comme 10 ans plus jeune que l'autre et tout. Là. Fait que, ouais, voilà. Puis, elle se fait aider d'une autre sœur,
Elle a une amitié, l'autre jeune, qui est jouée par Storm Reid. Puis là, j'étais là, aussi je l'ai vu. Là, je sais que je pense qu'il est dans les Euphoria, mais j'ai pas écouté ça. Mais c'était dans le dernier Missing 2. Oui, qui était très bonne d'ailleurs dans le film. Donc, une autre jeune comédienne qui prend du galon, comme on dit. C'est ça. Puis le dernier petit truc, je sais que c'est moi que ça me tente, mais tout le récit se passe en France, mais c'est en anglais tout le temps. Puis là, des fois, ils disent « Bonjour, monsieur », puis là, après ça, ils parlent en anglais. Puis même leur accent anglais varie parce que c'est pas... Il y en a qui a un petit accent britannique, il y en a un autre qui a un accent plus américain. Mais lui qui fait Maurice, c'est un Belge. C'est un Belge, OK. Fait que lui, c'est un vrai francophone. Mais je comprends. Quelqu'un m'a expliqué ça aussi parce que moi, ça me buguait vraiment. J'étais là, il faut parler la langue de l'endroit où on est. Mais quelqu'un m'avait dit non, c'est un peu comme si on te contait une histoire. Fait que tu t'imagines le contexte puis tout fait que tu le sais qu'ils sont français, mais tu le comprendrais pas s'ils sont français, fait qu'ils parlent anglais. Mais c'est juste une idée de s'imager pour que toi, tu comprennes l'histoire qu'eux sont en train de dire, puis tu t'imagines qu'ils la disent dans une autre langue. C'est un peu ça. Et non pas de penser qu'ils parlent anglais. Mais tu sais, nous, c'est étrange parce que vu qu'on est entre les deux, entre l'anglais et le français, mais tu sais, pour les Américains, eux autres, c'est juste normal. Là, on fait un film, puis tout le monde parle anglais sur la planète. Donc, on les fait parler comme ça. Mais ça me fait ça pour des films italiens ou n'importe quoi. Là, on dirait que, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé aussi Inglourious Basterds. Je reviens tout le temps là-dessus de Tarantino parce que lui a fait on va être dans plein de pays, puis chaque fois qu'on est dans le bon pays, on va parler la langue du pays, puis il va y avoir des sous-titres, puis vous vous arrangerez avec ça. Ça a fait une richesse, puis ça a pris 10-15 ans à le faire parce qu'il cherchait le Christoph Waltz, puis l'acteur qui pourrait parler 4 langues, puis être le bon casting, puis etc. Là. C'est une autre histoire. Mais t'en avais évoqué, je voulais juste revenir, mais oui aussi, je voulais souligner que même si le scénario est mince, la réalisation, je pense qu'elle est vraiment bonne. C'est pas un truc de tâcheron. Je pense que Chavez est comme attaché à cet univers-là parce qu'il doit bien travailler avec les producteurs puis qu'il livre quelque chose d'intéressant. Fait on va avoir une évolution des jumpscares, des trucs comme ça, mais je trouve que c'est quand même bien fait. Il y en a qui ont une certaine inventivité. La scène, vraiment, je l'écoutais puis j'étais là, hey, je pense pas que j'ai vu ça ailleurs. C'est la scène du kiosque à magazine, là, que le vent pogne des feuilles, puis là, toutes les feuilles tournent, puis elle est tout seul dans une ruelle. C'est vraiment c'est une des bonnes scènes de frousse du film. La réalisation est quand même inventive par moment. C'est ça, puis la reconstitution aussi de la mise en scène. Je sentais pas que c'était juste des comédiens avec des perruques puis des décors en carton. Là, j'y croyais vraiment tous les lieux de tournage, etc. Fait que voilà, pour The Nun 2, qui a quand même des prévisions d'un gros premier week-end. Fait qu'on verra si c'est un univers, comme tu l'as mentionné d'entrée avec ses recettes très, très appréciées d'un public. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui, je veux dire, c'est à mesure qu'on a annoncé qu'il y a ce film-là, vont aller le voir, peu importe ce qu'on en dit, ou il y a une certaine garantie de qualité, si on veut. Et d'ailleurs, c'était le premier film, La Religieuse, qui avait remporté le plus d'argent dans l'univers de la Conjuration au box-office. Ah, donc, OK. Plus je pensais que c'est la Conjuration 1. Non, même pas. Donc, tu vois. Mais je sais que les derniers... en fait, ils marchent vraiment beaucoup à l'international. Mais tu sais, la recette d'un film d'horreur, c'est que il y a vraiment un public qui veut voir ça. Si tu fais un bon film, ta mise en marché est présente. Puis ça coûtera jamais 92 millions de dollars. Là, non, c'est un 10 à 20 millions, peut-être un peu plus maintenant là, parce qu'il y a plus d'effets numériques. Là, mais non, mettons le gros max 40, puis tu vas faire un 300, 350. C'est l'affaire est ketchup. Là. C'est un bon rendement sur investissement, comme on dit. Alors, allons ailleurs. C'est rare qu'on vous parle plus en détail d'un documentaire. Oui, c'est ça. Cette semaine, le documentaire niché de la semaine, on est allé le voir finalement. L'île de Suquan de Perian Inzegoz. Et Jonathan Tremblay. Pardonne-moi, Perian, si je massacre ton nom de famille. Fait que c'est comme une coproduction ou production québécoise au travers de ça. Mais c'était le sujet avec qui nous a vraiment. Mais Perian est une Suisse, mais je pense que tout le reste de la production est québécoise. Fait qu'elle juste être attachée à tout ça. D'ailleurs, produit par Dominique Dussault, qu'on a rencontré il y a quelques semaines pour les Chambres Rouges. C'est pas sur la maison de production des Chambres Rouges, mais c'est elle. Fait que j'imagine que c'était peut-être avant de former juste donner un petit coup de main pour mener à bon port le projet. C'est que je crois que le projet a commencé il y a genre 10-11 ans. Fait que peut-être que Nemesis n'existait juste pas encore. Puis j'ai remarqué aussi au montage, c'est Jonah Malak qui a monté
plusieurs documentaires. Il en a réalisé un aussi qui s'appelle Dave Not Coming Back, qui était aussi chez Nemesis Film. Puis il a monté son premier film de fiction, peut-être pas, là, en tout cas, mais Les Chambres Rouges, bref. Je pense qu'il fait beaucoup du docu. Fait que c'est comme cette gang-là. C'est dans la famille, ouais. Puis il se retrouve sur l'île de Sukhoan. Mais bon, à part nommer qui c'est qui est là-dedans, c'est quoi l'île de Sukhoan? On est dans un coin reculé de la Thaïlande où on va suivre une fillette de 8 ans qui s'appelle Sukhoan, qui, à l'aide de ses parents, va tenter de construire une île, un genre de pays féerique, un peu dans la jungle, qu'elle a imaginé. Fait qu'elle a comme écrit des histoires, elle a imaginé un lieu fantastique comme on a tous ou presque tous fait ou participé quand on était jeune, quand on avait 8 ans, avec l'imagination débordante. Mais là, ce qui arrive, c'est que ses parents disent comme, ben oui, on va essayer de le construire, puis ça va faire un genre de village par thématique, essayer d'avoir du financement pour attirer ça, mais pas comme... Imaginez pas genre un monsieur contre-maître qui fait tout ça. Là. Son père est genre artiste peintre, très manuel, très débrouillard, mais on est en croque dans la jungle en Thaïlande. Là. C'est ça, puis on fait ça en bambou, puis en ciment, puis maintenant on n'a plus d'argent, puis on attend, puis on passe. Puis c'est quasiment surréel parce qu'on dit comment ils ont trouvé ces gens-là, puis pourquoi je vois ça, mais en gros, là, j'ai de la misère, on passe un peu du coq à l'âne en parlant du film, mais c'est vraiment un film qui est dans le micro-détail, comme la situation très particulière de ces gens-là qui ont une fille unique, qui vivent un peu reculés, mais qui sont quand même, très allumés. Très allumés, puis érudits, puis exactement. Puis ils ont une vision quand même un peu plus à gauche. Ils font l'école à la maison avec leur fille. Ils sont comme, on l'encourage à lire, à écrire, à faire des trucs, mais il faut qu'elle vive sa liberté, qu'elle a du plaisir. Il ne faut jamais brimer son imagination. Puis eux, ils ont du plaisir à travailler avec elle, à construire ces choses-là. Fait que autant cette situation-là est très unique, mais c'est la relation entre humains, entre parents-enfants qui est universelle. T'sais. Fait que c'est ça. Donc, au lieu de partir de l'universel puis de trouver le précis, c'est le classique de prendre quelque chose de très pointu puis de faire ressortir l'universel là-dedans. Puis ce qui va arriver, c'est qu'elle va grandir, cette fillette-là. Fait qu'à un moment donné, elle va se dire, là, il faudrait peut-être que je parte. Puis elle va devenir ado. Elle va un peu moins s'intéresser, mais elle va être consciente elle-même qu'elle va se désintéresser à ça. Puis, à un moment donné, c'est la relation parent-enfant qu'il faut que les jeunes quittent le nid, volent de leurs propres ailes et tout. Fait qu'au lieu d'avoir juste un album photo de souvenirs, ils ont comme le projet du parc de l'île magique qui ont mis en branle un peu toute leur vie. Mais tout le monde a l'air assez en paix avec ça. Mais là, les documentaristes sont restés là genre 6 mois et en revenir quelques fois parce que là, une bonne séquence à 8 ans, maintenant elle a 12 ans. Puis le tournage a lieu sur 8 ans à peu près, fait la durée du film, et c'est peut-être une de ses forces aussi, là, c'est de voir l'évolution de cette petite fillette-là, devenir une ado bien normale comme tout le monde, qui fait d'Instagram, qui veut magasiner, puis qui a d'autres besoins qui arrivent. Mais c'est vraiment un sujet singulier, assez original, bien traité. Fait que si vous aimez, vous êtes ouvert, vous êtes curieux de voir des choses différentes, là, des propositions intéressantes, allez le Sukhoan, je pense que je vous le recommande chaudement, là, juste pour découvrir autre chose. Il y a quand même beaucoup de dialogues, il y a des narrations aussi, des textes que Sukhoan a écrits, qui ont réenregistrés, mais ça reste un film contemplatif. C'est pas contemplatif, il se passe rien, puis je filme, mais c'est juste, il n'y a pas... c'est la vie qui avance tranquillement. Il n'y a pas de grands rebondissements dramatiques. C'est ça. Justement, c'est pas comme un parc d'attractions, puis on va avoir le permis pour la grande roue. Là. C'est pas ça. Là. C'est comme c'est en bambou puis en boîte. Là, fait que, il y a quelque chose un peu... je sais pas si tu te souviens de la fantastique histoire du facteur cheval. Là. Puis là, c'était comme un gars un peu boqué qui voulait faire un grand château de pierre. Il y a un film qui a été fait il y a quelques années, mais ça venait d'une histoire vraie aussi, si je ne me trompe pas. Là, un espèce de grand château de boîtes et d'argile pour ses filles, genre. Fait qu'il travaillait toute la journée, puis le soir, puis toute la nuit, il faisait cette affaire-là. Puis c'était comme l'objectif qu'il avait en tête, là, un petit peu déconnecté. Là. Fait qu'il y a un peu ce côté-là de faire les choses pour sa fille, mais les parents, eux autres, sont très connectés, en fait, avec leur enfant. Là. Donc, un beau travail de réalisation. Ils étaient que les deux, un réalisateur, donc à la caméra, l'autre à la prise de son. Et puis, comme tu le disais, donc Sukhoan, ils l'ont trouvé, et en fait, ils l'avaient embauché comme interprète parce qu'ils étaient en repérage dans son village pour un documentaire sur l'éducation, les enfants et tout ça. Puis,
C'est une des seules, j'imagine, de pouvoir parler en anglais parce que ce qui est quand même drôle, sa mère lui enseignait l'anglais sans trop comprendre le langage aussi. Là. OK. Puis en discutant avec cette fillette-là très allumée, avec une imagination débordante, ils ont rencontré ses parents, puis ils ont resté là 1 mois avant même de... C'était même pas prévu de faire le documentaire. Ils ont juste dit hey, on va cracher là, on va les regarder aller. Puis justement, pendant ce mois-là, c'est là qu'ils ont découvert cette douce folie-là qui habitait la famille. Puis ils ont décidé d'en faire un sujet. Là. Fait que quand même. Ouais. Fait que voilà pour l'île de Souquan, fait qu'il est en thaï et en anglais, sous-titré français ou peut-être sous-titré anglais là, si vous êtes à Montréal. L'île de Souquan, comme on dit, ça sera sûrement pas très longtemps à l'affiche, mais il y a de quoi de justement très beau dans ce film-là. Il y a aussi, veux pas, un côté de vivre au rythme de la nature, là. Même si c'est pas le sujet principal du film, tu comprends que c'est ça, là, sont très bohèmes. Évidemment, tu pourrais pas. Ce serait très dur de transposer tout ça ici dans le monde occidental. Là. Ça te prendrait un gros héritage familial pour être aussi bohème un peu, mais il y a des endroits où ça se peut parce que justement, on n'est peut-être plus si connecté que ça avec. On n'a plus le même rythme de vie, disons, malheureusement. Il y a d'autres sorties cette semaine également. Écoutez, le mariage de l'année 3, My Big Fat Greek Wedding 3. De Nia Vardalos. En fait, c'est elle qui joue dans les films, dans les 2 premiers également, le personnage principal, mais c'est la première fois qu'elle est aux commandes à la réalisation du film, avec John Corbett également. Pardon. On l'a pas vu parce que j'ai jamais vu les 2 autres. Même chose pour moi. Ouais, c'est ça. Je savais pas si tu aurais vu le premier. Non, je me rappelle du buzz quand c'était sorti, mais j'étais plus jeune, ça m'intéressait moins, fait que j'étais passé à côté. Écoute, attends, je te parle rapidement de l'histoire du nouveau, là, c'est que là, ils sont rendus dans la cinquantaine. On se souvient que je pense que c'est un Américain puis une Grecque qui se sont mariés. Puis là, elle veut honorer les dernières volontés de son père. Fait qu'ils vont se rendre, toute la famille, dans le village natal en Grèce, un petit village, avec, c'est ça, toute la famille. Puis il va arriver, c'est une comédie sentimentale. Là, des blagues, des situations cocasses. Puis, avec de beaux décors, évidemment, de beaux paysages. Oui, c'est ça. Puis ils se ramassent dans une auberge qui n'a pas de bon sens, puis des affaires de même. Là. Je sais que le premier avait été bien apprécié. La suite, vas-y. C'est un méga hit. C'est très unique parce que le film a coûté genre 5 millions de dollars et il a rapporté 241 millions aux États-Unis. Puis là, on est en 2002. Fait que c'est un genre de 300 quelques aujourd'hui. 368 mondialement. Mais là, en regardant le box-office, ce qu'il y a de plus singulier, là, c'est qu'il n'a pas ouvert un week-end puis qu'il a fait 40 millions puis que blablabla, puis c'est descendu. Il est sorti en avril 2002. Il jouait sur 100 écrans. Puis tout l'été, là, de avril jusqu'à août, il jouait sur... Après, à un moment donné, il montait à environ 400 à 500... environ 400 écrans, puis il faisait entre 500 000, puis à un moment donné, 1,5 million. Puis c'est comme s'il montait tranquillement, il se maintenait, il restait là. Puis c'est pas tant d'écrans, là, ça veut dire qu'il n'était pas encore sorti mondialement. Puis là, le 16 août, mi-août, il s'est mis à ouvrir là, sur 1000 écrans, puis de plus en plus. Puis là, il a fait des week-ends de 5 à 11 millions. Fait que ça faisait déjà 4 mois qu'il jouait avant qu'il commence à avoir une sortie large. Puis là, il s'est maintenu tout le temps, puis il a quitté l'affiche en avril 2003. Fait qu'il a joué genre 50 semaines au cinéma. Très rare. Puis à la fin, c'était pas 8 semaines de 6 écrans. Là. Les dernières, il était quand même retourné à une dizaine, là, un 30, un 50 écrans. Puis là, la dernière semaine, évidemment, il en avait 5, puis là, il a fait 1000 $. Là, mais fait que c'est ça. Fait qu'il a fait 240 millions, mais en genre 1 an aux États-Unis et au Canada. Une espèce de rise and fall, là, un peu. Là. Fait qu'il y a un cycle qu'aucun film ne fait, ou sinon, c'est des micro-cycles sur 3 semaines. Là, il ouvre 400... Il ouvre... Bottoms a fait un peu ça. Là. Yo sur 8 écrans, après Yo sur 100, Yo sur 1000, puis après ça redescend, puis ça va être la fin. T'sais. Non, c'était toute une histoire Cendrillon. Je m'en souviens à l'époque. En plus, film produit par Tom Hanks et sa compagne Ruth Wilson. Ah ouais, ok. Rita Wilson, Rita, je pense. Donc oui, c'est elle qui avait reçu le scénario puis qui avait dit attends, mais produit ça, il y a quelque chose. Puis écoute. En plus, on est en 2002. Là, je sais pas, j'ai pas les chiffres de ça, mais il y a dû s'en vendre puis s'en louer des DVD puis des VHS, cette affaire-là. Oui. Là. Fait que, 2002, il y avait des VHS encore puis tout. Fait qu'il a dû avoir de l'argent là, beaucoup aussi. Un hit comme ça, les droits télé, n'importe quoi. Fait que, oui, ça a dû être... c'est ce genre de film-là que si ça se trouve, Tom Hanks, ça a comme lancé encore plus sa compagnie de production, là, un coup de circuit comme ça. Là. C'est clair. Et le deuxième volet est sorti en 2016, là, beaucoup moins
planétaire, mondial comme succès. Je sais que ça avait déçu. 60 millions aux États-Unis, 90 mondial. Fait que tu vois, on était 15 ans plus tard à peu près. Là. Fait que j'imagine que c'était leur vie de famille maintenant qu'ils ont des enfants puis des affaires de même. Là. Mais en tout cas, les échos de cette nouvelle suite sont beaucoup plus positifs que la suite de 2016, 2007, okay. 2016. Donc, pour peut-être les amateurs du premier qui avaient été déçus par le deuxième, peut-être que on se rattrape ici. on se rattrape. Alors voilà pour Le mariage de l'année 3. Et autre comédie sentimentale également, Sexygénaire de Robin Sykes, qui ni connu ni d'Ève ni d'Adam, avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit. L'hôtel de la Côte d'Azur je pense que c'est de Lhermitte qui est au bord de la ruine, fait que étant un beau veuf, car c'est un bel homme. Dans la soixantaine, il va se laisser entraîner par son vieil ami dans une espèce de carrière de mannequinat pour se refaire un peu d'argent à travers de ça. Fait que c'est un classique duo de personnes dépareillées, un qui est beau, un qui est plus moche. Mais c'est deux acteurs très charismatiques, fait qu'ils vont bien livrer ça. Puis on va traiter diverses questions, notamment la fameuse l'âge et la beauté, puis est-ce qu'on devrait matérialiser notre corps et ces choses-là dans cette comédie plutôt légère, Sexygénaire. C'est le pire titre. C'est le meilleur, mais c'est le pire titre. Là. Je suis désolé, là, je comprends, mais en tout cas, je trouve ça un peu de mauvais goût. C'est ce qui conclut ce balado. J'ai pas noté tant d'autres films, du moins pas en sortie large. La semaine prochaine, fait que, là, on lançait le bal de l'horreur tranquillement, là, début septembre comme ça, avec The Nun. On a Mystère à Venise le 15 septembre, qui fait qu'il y a un Poirot un peu plus sombre ici, avec du paranormal. Solo, on parlait tantôt de Théodore Pellerin, voilà. Dans une performance ahurissante. Et colorée. Oui, tout à fait. Avec la paillette. Pour les fans, écoute, de l'eau de rose, justement, After Everything, le dernier volet là, de la série de romans de Anna Todd aussi, qui en écrit comme un par mois. Là. Mais là, pour vrai, je pense qu'elle a écrit les 5 livres en 4 ans, là, une affaire comme ça. Fait que là, ça, c'est le dernier volet. Mais ça sort dès mercredi dans certains cinémas. Là, si vous ne pouvez plus, là, dès le 13 septembre, pour... j'oublie même le nom des comédiens, je voulais les nommer, mais ça me sortit de la tête. Fait que voilà. Et comme d'habitude, écrivez-nous au balado@monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné. Oui, il y a la nouvelle édition avec Magali Lépine-Blondeau en couverture qui sera en vedette dans Simple comme Sylvain qui sort, lui, le 22 septembre. Bref, le magazine est disponible en version physique dans votre cinéma favori ou en version numérique. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn et faites gare à votre jardinier. On ne sait jamais, il pourrait peut-être être possédé.